Après l'épisode désastreux de la bataille de France en juillet 1940, l'Europe est tombée presque entièrement aux mains du dirigeant allemand, Adolf Hitler. Seuls quelques États neutres comme la Suède, l'Espagne, la Suisse ou encore le Portugal font office d'îlot de tranquillité dans un continent en totale ébullition. À présent, le Royaume-Uni est bien seul pour lutter et résister aux attaques de la Luftwaffe, qui pilonne dès le mois de juillet l'ensemble des ravitaillements britanniques dans la Manche, ainsi que différents sites stratégiques côtiers. Et bien que la flotte aérienne britannique rivalise en courage et en talent contre les escadrilles allemandes, elle se voit fatalement perdre de plus en plus de pilotes et de plus en plus d'appareils. La situation devenant même dramatiquement critique au beau milieu de l'été 1940. Mais le 24 août arrive le tournant de la bataille d'Angleterre. Un bombardier allemand visant une raffinerie lâche par erreur ses bombes sur Londres. Pour la première fois, les civils sont atteints de plein fouet par les explosions. En représailles, le lendemain, la Royal Air Force envoie 95 bombardiers fondre sur Berlin, dans un raid héroïque, et largue ses obus sur la sacro-sainte capitale du Reich. Hitler est furieux. Il avait promis à ses concitoyens que jamais ils ne seraient eux-mêmes touchés par la guerre. Or, les voilà maintenant à subir le feu des bombardements. Le Führer change alors sa stratégie et concentre toutes ses forces sur la capitale anglaise et les grandes villes du royaume, négligeant alors les sites militaires comme les aéroports ou les usines d'armement, qui peuvent enfin souffler et se reconstruire. De septembre 1940 à mai 1941, les Allemands multiplient les attaques sur le sol britannique. Mais jamais Hitler n'aura l'occasion de pénétrer les terres d'Albâtre et faire vaciller le lion. Plusieurs raisons expliquent son échec. La première est le talent et le courage des pilotes de la RAF, dont Churchill, en leur honneur, rappela que jamais tant de gens n'ont autant dû à si peu de personnes. Composés d'Anglais, mais pas que. Avec eux des Australiens, des Canadiens, des Néo-Zélandais, mais aussi des Français, des Belges, des Polonais, des Tchèques. Des pilotes qui ont réchappé à l'invasion allemande de leur pays et qui se sont réfugiés en Grande-Bretagne, sous l'égide de la RAF lors des opérations Dynamo et Ariel, et qui ont l'avantage d'avoir déjà combattu contre l'ennemi. La seconde raison est une technologie que l'Angleterre est la seule au monde à maîtriser, le radar. Cette invention lui donnera un avantage décisif sur les manœuvres adoptées et les décisions à prendre. Et grâce à elle, elle pourra anticiper les raids, deviner la cible, préparer les DCA, évacuer les lieux, faire intervenir les secours. Ainsi, tout le littoral du pays est entouré de dizaines d'antennes, de grandes tours métalliques, des structures décharnées de poutrelles qui, ensemble, forment la chaîne Home, un réseau de radars gigantesques développé sur tout le pays, pouvant discerner des objets jusque dans les terres de Bretagne et de Normandie. La chaîne Home est l'équivalent d'une vigie, capable de voir à des centaines de kilomètres alentour. Les signaux électromagnétiques recueillis sont alors envoyés directement à des centres d'analyse et de commandement, les War Rooms ou Operation Room, qui traitent et situent ces informations en temps réel, à l'échelle du pays. Là, les grands officiers, les généraux, les amiraux peuvent envoyer leurs escadrilles en nombre et en heure de manière immédiate, grâce à la radio. Ainsi, la vitesse de réaction est décuplée, alors que les Allemands fonctionnent encore à vue. Les Anglais ont donc des décennies d'avance sur leurs homologues allemands.
Ces derniers ne connaissaient pas l'utilité de ces constructions métalliques et pensèrent pendant longtemps qu'il ne s'agissait que de relais radio pour les sauvetages en mer. C'est pour cela qu'elles ne furent jamais ciblées, alors qu'elles étaient essentielles à la défense britannique. Son inventeur, Robert Watson Watt, fut gratifié et anobli dès 1942 par l'ordre de l'Empire britannique pour le service inestimable rendu à la nation. Mais la chaîne Home ne servait pas qu'à localiser des avions. Elle servait également à intercepter des communications comme des discussions entre pilotes ou vers les bases terrestres, ou entre les navires et les U-boats, bref. Tout ce que le NID avait besoin pour craquer les codes allemands et espionner sans être vu. Bien sûr, le lieutenant-commandeur Fleming avait une totale connaissance de ces radars et de leurs capacités. Le NID était l'un des organismes responsables de leur exploitation. Cette technologie se retrouvera bien évidemment dans les plans du Dr No, qui utilise la radar pour semer le trouble dans les envois de missiles américains, ou encore dans Moonraker, où ils sont encore une fois utilisés. Une troisième raison explique l'échec d'Adolf Hitler. Les Britanniques eux-mêmes. À partir de septembre 1940, la population est la proie des Blitz, les célèbres bombardements. Londres, Liverpool, Glasgow, Manchester. Ces grandes villes ne sont plus un refuge pour une population qui s'exile, soit dans les campagnes, ou soit qui s'enterre dans le métro. Mais la majorité préfère encore vivre à la surface, et surtout, ne rien changer à leurs habitudes, et faire face dignement aux bombardements. Personne n'est à l'abri. Les immeubles, les églises, même la cathédrale Saint-Paul et le palais de Buckingham sont touchés. Les bombes incendiaires consument des quartiers entiers. Des zones sont littéralement rasées par les bombes. Et le danger continue avec les obus qui n'explosent pas au contact du sol et attendent que les secours arrivent avant de s'enclencher. La population, quant à elle, s'est largement préparée depuis longtemps. Elle s'est armée, matériellement et mentalement. Elle sait qu'elle devra subir ce qu'ont connu les autres pays. Certains s'organisent pour scruter le ciel, aider à évacuer. Chacun sait ce qu'il devra faire. Beaucoup de civils, et notamment des femmes, s'engagent dans l'armée. Ainsi, la princesse Elisabeth, la future reine Elisabeth II, ou la cadette de Churchill, ou encore la fille de l'amiral Godfrey, se sont toutes mises au service de la nation, apprenant comme tout le monde la mécanique, le pilotage des avions ou conduire des ambulances. Tout le monde met la main à la pâte. Muriel Wright, par exemple, l'une des nombreuses conquêtes de Fleming, est elle-même l'une de ces volontaires postés sur la surveillance aérienne civile. Les Anglais sont également galvanisés par les programmes de propagande de la BBC et les discours de Churchill héroïsent les forces armées. The battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. Men will still say, this was their finest hour. Au final, cette erreur stratégique du Führer de cibler les villes au lieu des sites tactiques sera donc à la base de son échec. Car celui-ci pense à tort que les Anglais craqueront bientôt, alors qu'il n'en est rien. L'Anglais participe à l'effort de guerre, et tout en subissant des blitz effroyables, il continue encore et toujours à résister à l'envahisseur. Subir et ne pas craquer, être fort mentalement, continuer à vivre, faire son devoir de citoyen. C'est par l'implication collective et le sens du devoir, du sacrifice, que chaque citoyen britannique montre sa force face aux violences nazies. Et ce, malgré les pertes. C'est justement cet état d'esprit, ce sens du devoir et du sacrifice, qui guidera James Bond dans les œuvres de Fleming et dans les films. James Bond est en quelque sorte un reliquat de l'esprit combatif anglais qui existait durant cette période. Live and let die. Vivre et laisser mourir. Et en ces lieux, aujourd'hui, il me revient quelque chose de Tennyson, je crois.
Si nous ne sommes plus aujourd'hui cette force qui jadis remua ciel et terre, ce que nous sommes, nous le sommes. Des cœurs héroïques d'une même trempe, affaiblis par le temps qui passe et la fatalité, mais forts par la volonté de lutter, d'explorer, de découvrir et de ne rien posséder. Une anecdote flemingienne illustre aussi parfaitement l'état d'esprit des Britanniques à ce moment-là du conflit. En septembre 1940, dans le quartier de Lincoln's Inn, une petite fête est alors organisée par un couple de journalistes, Isabelle et Sefton Delmer. Ce même Delmer avec lequel Fleming était parti en début de l'année 1939 à Moscou. Et bien sûr, Yann fait partie du dîner, au milieu des rires et de la bonne humeur. Et c'est à ce moment qu'une bombe tombe sur l'appartement, détruisant complètement l'entrée de l'immeuble, fissurant les plafonds et les murs. Accusant le choc, Delmer se leva et alla faire un rapide état des lieux. « Ce n'est rien, dit-il. » Et la troupe continua son dîner au beau milieu de la poussière et des plâtres, jusqu'à ce qu'il soit prié de sortir par l'armée elle-même. Dans les amitiés importantes et improbables, Sefton Delmer a forcément une place de choix. Car ce qui rapproche les deux hommes, c'est leur vision hédoniste de la vie et une légèreté apparente vis-à-vis des situations dramatiques. Les deux hommes se sont rencontrés dans le train Varsovie-Moscou. Ils sympathisèrent aussitôt dans le wagon-restaurant. Et par la suite, s'entendant très bien, ils ont décidé de partager la même chambre à l'Hôtel National. Delmer est né en Allemagne, en 1904, de parents australiens. Ce n'est qu'à l'âge de 14 ans qu'il fut obligé de partir s'installer en Angleterre, devenu, de par ses origines, un ennemi au sein de son pays natal. Delmer est donc totalement bilingue, binational même, alliant parfaitement de manière totalement naturelle les cultures allemandes et anglo-saxonnes. Il devint journaliste au début des années 30 et fut introduit via l'un de ses amis, qui au passage deviendra officier nazi, auprès d'Adolf Hitler, qui l'autorisa à le suivre lors de sa campagne électorale. Or, en 1932, ce dernier n'était pas encore chancelier et ne représentait pas un réel danger potentiel, voire même tout le contraire, car il avait même été nommé en tant qu'homme de l'année par le fameux magazine Time. Delmer devint donc célèbre pour ce reportage exceptionnel, ce qui lui permit d'obtenir des postes plus importants, comme celui de correspondant de guerre pendant la guerre civile d'Espagne ou lors de l'invasion de la Pologne en 1939. Or, avec l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, Delmer et sa femme retournèrent de rechef à Londres. C'est à cette occasion qu'il revit Ian Fleming, mais cette fois en tant que lieutenant de la marine, ce qui l'étonna fort. Le lendemain, ce dernier l'invita au ministère de la Défense, au bureau 39. Delmer comprit alors que ses retrouvailles avec son ancien camarade n'étaient en rien dues au hasard, car il était en présence de commandants, de capitaines, d'officiers de différents corps d'armée et de l'amiral Godfrey. Sans être forcé en quoi que ce soit, ces derniers lui posèrent des questions sur ce qu'il avait vu en Pologne, rien de plus. Delmer se rendit compte avec stupéfaction que Yann travaillait en réalité pour les services de renseignement et qu'il n'était pas forcément qu'un simple secrétaire. Quelques jours plus tard, le journaliste se vit offrir un poste de chroniqueur à la radio de la BBC. Et en plein direct et de manière totalement spontanée, il se mit à traiter Hitler de tous les noms, et même de menteur aux dents puantes. Bien qu'il ait eu les reproches de la part de ses patrons sur cette incartade verbale et grossière, totalement inadapté à un programme d'information nationale, il reçut également la visite de la Political Warfare Executive,
une branche de la SOE, les nouveaux services secrets fondés par Churchill. Sa diatribe accidentelle persuada les services secrets de lui faire confiance concernant un projet de désinformation. Créer une radio pirate, à l'image de celle de l'éminence nazie Joseph Goebbels, qui visait à empoisonner le moral des soldats ennemis par de fausses informations, leur semblant fiables. Bref, faire de la propagande noire. En 1941, il réquisitionne pour l'occasion une petite maison, isolée en pleine campagne, dans le Bedfordshire. Ils y installèrent des bureaux, tout un studio d'enregistrement. Avec sa femme Isabelle, ils imaginèrent toutes sortes de stratagèmes, de scénarios, comme par exemple l'envoi de cartes postales montrant des soldats allemands avec des prostituées françaises, pour rendre les Français jaloux. Et aussi une émission de radio, dont il serait l'animateur principal. Il se fit appeler Das Chef, un fervent nazi qui souhaitait ardemment faire partager ses informations et réveiller les consciences allemandes. Une sorte de lanceur d'alerte. Avec son accent et sa psychologie germanique naturelle, il fut, dès le départ, crédible aux oreilles de ses auditeurs. Et il put faire passer avec beaucoup de facilité ces fausses informations, ces fake news, pour des vraies. Mais toujours mélangées à de réels, pour que tout l'ensemble puisse sembler crédible et plausible. Non seulement cela fonctionne, mais en plus il arrive même à avoir une forte audience. Grossier et drôle, il deviendra une véritable star radiophonique berlinoise. D'autant plus qu'il diffuse du jazz, la musique américaine totalement interdite par les nazis. Certaines parties de ses émissions sont également des récits pornographiques. Une actrice, nommée Vicky, est alors chargée de lire des histoires érotiques, d'orgies et de sadomasochisme, écrites par Sefton, et Ian Fleming bien évidemment. Des histoires cochonnes très salées, entre de beaux Allemands et de belles Anglaises. Le tout pour donner envie aux soldats ennemis de passer dans le camp adverse. Un membre du gouvernement anglais dira même plus tard qu'il aurait préféré perdre la guerre plutôt que d'entendre autant d'obscénités. Fleming et Delmer s'amusèrent beaucoup à empoisonner la vie des services allemands via des directives, comme par exemple demander à la population de ramasser les fragments d'obus et de tous les envoyer par la poste au ministère allemand de la Défense. Bien après la guerre, les deux compères rirent encore longtemps de leurs blagues potaches et des histoires qui faisaient gober à toute une strate de la population allemande. L'émission s'arrêtera en 1943. Pour la dernière, Delmer imaginera alors l'irruption de soldats allemands dans le studio, venus assassiner Das Chef en direct, afin de marquer les esprits et de rendre compte à ses auditeurs de la brutalité des nazis. Sefton et Ian sont restés d'excellents amis jusqu'à la fin. Fleming était également le parrain de son fils. Il lui avait suggéré d'appeler son enfant Félix, disant qu'il n'y avait que trop peu de Félix sur Terre. Félix étant aussi le deuxième prénom de son ami Ivar Bryce. Et c'est comme cela, selon Delmer, qu'il nomma le meilleur ami de Bond, Félix Leiter. Pour Delmer, Fleming était James Bond. Mais pour Fleming, James Bond était quelqu'un d'autre, bien évidemment. Et il n'empêche, Fleming s'inspirera de sa fameuse technique de la propagande noire pour écrire ses livres. Ainsi, beaucoup de ses idées sont basées sur des réalités, des événements historiques comme des faits divers. Et il apparaît des marques véritables, des modèles de voitures, de cigarettes, de champagne. Le tout pour immerger le lecteur dans la réalité et lui faire croire que les aventures fantasques sont crédibles. Déformer suffisamment la réalité, mentir avec parcimonie, assez pour que l'ensemble reste crédible. Defton était ce manipulateur des ondes, tout comme le personnage d'Elliot Carver du film Demain ne meurt jamais, qui devait originalement s'intituler Demain ne ment jamais. Le magnat de la presse installé en Allemagne fut inspiré, lui, du magnat Robert Maxwell. Le premier mensonge d'un menteur, c'est de dire qu'il ne ment jamais. Les bombardements civils, eux, continuèrent jusqu'en mai 1941. Hitler, devant l'incapacité de contrôler le ciel britannique, abandonna les raids sur les villes du Royaume-Uni. En juin 1941,
Ce dernier se tourna alors vers une nouvelle cible, qu'il pensait, encore une fois, à sa portée, l'Union soviétique.